Sur ce plateau dans quelques instants, donc à votre place, un homme de droite qui se présente aussi à l'élection présidentielle, Henri Guénaud. Mais auparavant, regardez cette autre image de la semaine. Savez-vous que sans être candidat, Alain Juppé a déjà recueilli 242 parrainages et pourtant... Quel gâchis. François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Voici Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir Henri Guénaud. Ah non, mais alors... Alors du coup, moi aussi, parce que c'est la journée de la femme. Vous faites fuir Valérie Boyer, vous avez vu. Hein. Alors, vous êtes député des Yvelines et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Alors donc, si on résume ce tournant majeur de la campagne de la semaine dernière, un candidat a confirmé qu'il était candidat et un non-candidat a confirmé qu'il ne l'était pas. Circuler, il n'y a rien à voir? D'abord, ce n'est pas le premier tournant majeur. Vous l'aurez remarqué, il n'y a que des tournants majeurs. Le premier tournant majeur, ça a été la primaire de la droite. Le deuxième tournant majeur, ça a été la découverte du programme de François Fillon par les électeurs de la droite, de la gauche et du centre. Vous vous souvenez, l'assurance maladie. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a perdu une dizaine de points dans les sondages. Ça a commencé bien avant les affaires. Après, il y a eu le tournant majeur de la primaire de la gauche qui a vu émerger M. Hamon. Après, il y a eu le tournant majeur du passage de M. Macron devant M. Fillon. Puis après, il y a eu tous les tournants majeurs de l'affaire Fillon. C'est un gymkhana. C'est une route de montagne. C'est le Tour de France. Ce ne serait pas l'élection présidentielle, on pourrait en rire. Hein, donc il y a eu tous ceux qui étaient unis derrière lui, quoi qu'il arrive, parce que c'était le candidat légitime, qui une semaine après commençait à réclamer son départ, puis une semaine plus tard à le rappeler, et puis on vient encore d'assister à un retournement, ils sont tous partis à la nage, et puis ils sont tous revenus à la nage. Bon, enfin presque. On en a perdu quelques-uns en route, sans doute ceux qui avaient encore un peu de dignité, qui se sont dit, bon, je suis parti, je reste... Oui, là, l'UDI est revenu, en fait. Hein. C'est ce à quoi vous faites Ou pas, parce que c'est encore un peu... Non, c'est incertain. Oui, c'est encore un peu incertain. Enfin, moi, j'ai pas de l'UDI, mais je comprends, l'UDI a un problème existentiel. Ah, oui. Hein, ou aller se disqualifier avec un candidat dont on sait par avance, dont tout le monde sait, y compris ceux qui le soutiennent, mordicus, qu'il ne pourra pas gouverner. Hein, il ne pourrait pas gouverner. Tout le monde le sait. Juste, injuste, c'est un autre débat. Mais il ne pourrait pas gouverner. Vous parlez de François Fillon ? Oui, bien sûr. On le soutient quand même. Et le problème de l'UDI, comme de beaucoup de mes amis, c'est pas le problème de François Fillon, c'est pas le problème de son programme, c'est pas le problème de la France, c'est le problème des élections législatives. Des investitures, ils en auraient négocié 80 dans leur rapport. Le spectacle, je ne sais pas si ce sont des tournants majeurs, le spectacle qu'aujourd'hui offre la classe politique, d'ailleurs sur tous l'échiquier politique, est le plus... répugnant pour la démocratie qu'on n'ait jamais vu dans notre pays. Même à la fin de la Troisième République, même à la fin de la Quatrième, on n'a pas vu de tels comportements qui ridiculisent la politique et qui en éloignent définitivement les citoyens. Voilà. Vous reprenez à votre compte la phrase de Guy Mollet, la France a la droite la plus bête du monde? La droite est en train de découvrir qu'elle a la classe politique la moins digne du monde. Voilà. Peut-être la plus irresponsable, mais puisque vous êtes en mesure digne, vous trouvez ça digne, monsieur Nolot, c'est ce qui se passe? Non, mais j'allais vous poser la question sur ces fameux tournants. Peut-être vous pouvez arbitrer la querelle entre les deux Éric. Moi, j'estime que ce qui s'est passé dimanche au Trocadéro est un tournant aussi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui est autant en capacité d'accéder à la présidence de la République qui s'en prend à l'état de droit. Je regrette, j'insiste sur ce point. Zemmour bondit à chaque fois, mais pour moi, c'est un tournant. Il y a un avant et un après. Alors, il y a je ferai 3 remarques. La première, c'est que je trouve irresponsable d'avoir pris la décision d'organiser cette manifestation. Le fait est que cette manifestation n'a pas tourné à la condamnation des institutions, à l'appel à la révolution. Bon, il s'est passé, s'est déroulé. Alors,
Éric Zemmour trouve que justement c'est une erreur. Mais enfin, qu'aurait donc été une manifestation, cher Éric, dans laquelle on aurait appelé à la révolte contre les institutions et quoi, après on allait prendre le palais de justice d'assaut. Non, bon, ça s'est pas passé comme c'est. Mais il était irresponsable à mes yeux pour un candidat à la présidence de la République qui a été Premier ministre d'organiser cette manifestation. Bon, ce coup politique a fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné. Il a tué Juppé. Ça a fonctionné sur sa famille. Non, je ne crois pas que ce soit ça qui est. Enfin, ça l'a achevé. Non, c'est pas ça qui l'a achevé. Ce qui a achevé Alain Juppé, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, Monsieur Fillon demeure candidat et refuse de partir. Enfin, voilà, la manifestation l'a pas été. Je pense que même s'il n'y avait pas eu ça. Si ma mémoire est bonne, vous en étiez prise au juge gentil. Oui, alors très bien, c'est ce qui est ma troisième remarque, c'est qu'il n'est pas interdit. Il est même parfaitement sain dans une démocratie, de critiquer la juge et la justice. Voilà, c'est tout à fait normal. Déshonorer la justice. C'est tout à fait. Oui, mais Gentil avait déshonoré la justice. Je suis allé devant le tribunal. Oui. J'ai été relaxé en première instance, condamné en appel, et la Cour de cassation a cassé sans renvoi ce jugement. Voilà. Eh bien, pour une fois que la justice préserve la liberté d'expression, même si c'était pas l'argument majeur de la Cour de cassation, je ne peux que m'en réjouir. Ça ne m'empêche pas de continuer à penser que l'institution judiciaire, indépendamment de cette affaire, est en pleine dérive, parce qu'un certain nombre de juges ne sont pas tellement animés par des préjugés idéologiques. Bon, il y en a, il y a des juges politiques, mais par une ivresse de la toute-puissance qui commence à poser un problème à la démocratie, à la République et à la société. Parce que ce qui arrive aux politiques est tout à fait mineur par rapport à ce qui arrive à tous les citoyens. Simplement, mon cher Éric, toutes les causes ne sont pas aussi bonnes à défendre. C'est-à-dire que dans cette affaire, il se trouve... D'abord, François Fillon, il n'était pas là quand il s'agissait de défendre la liberté d'expression. Hein. Là, c'est autre chose. Voilà, il n'était pas là non plus, et maintenant il travaille avec Sens Commun, mais je ne l'ai pas vu dans une seule manif. Bon, on est d'accord. Pas une. C'est ce que j'allais dire, mais on ne m'a pas laissé le temps de parler tout à l'heure. Mais sans ça de côté, pas du tout parce que c'était pas ses convictions, mais parce qu'il avait peur de se fâcher avec les autres. Oui, je suis d'accord, j'en ai d'accord. Tout ça est magnifique. On est d'accord. Mais quant à Sens Commun, ça n'est jamais pour les responsables qu'un ramassis d'opportunistes qui cherchaient des places, voilà, et qui défendent aujourd'hui les places qu'ils espéraient pouvoir conquérir. Maintenant, je ne parle pas des militants, je parle des fermons cette parenthèse, mais puisqu'on se dit tout et que les Français ont le droit de tout savoir. Voilà. Je reviens à ça. Le problème, moi, mon problème, les opportunistes, il est tout simple. C'est évidemment quand on défend de mauvaises causes, il est difficile de critiquer, de critiquer efficacement la justice pour ses dérives. Là, hélas, il y a pas de dérive. Et pire que ça, un candidat qui s'est trouvé dans cette situation pour les raisons pour lesquelles il s'y est trouvé. Hein. Je vous rappelle que moi, l'histoire du juge Gentil, c'était pas moi qui étais mis en examen. Hein. Non, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, donc, dans l'affaire Bettencourt. Ne pourra pas proposer une réforme de la justice. Voilà, alors qu'elle est indispensable. Oui. Voilà. Il est indispensable. Nous sommes d'accord. Henri Guénaud, j'aimerais comprendre comment un républicain tel que vous, vous ne voulez pas voir par hostilité personnelle à Fillon que la cause du parquet national dans cette affaire financière n'est pas défendable et qu'ils n'avaient pas à venir mettre leur grain de sel dans cette histoire en raison des principes de la séparation des pouvoirs et simplement, et vous le savez très bien, c'est que l'argent qui est donné aux parlementaires n'est pas un fonds public, mais c'est un fonds de l'Assemblée nationale. Et donc que le juge n'a pas à venir mettre son nez, c'est comme sur l'Élysée, vous le savez très bien, le juge n'a pas à venir, et là vous aviez raison, n'a pas à venir mettre son grain de sel sur les fonds de l'Élysée. C'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est votre opinion, Éric. Vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti. Le Montgolfier qui était là à la place d'Henri Guénaud la dernière fois a dit que pour lui, le parquet national financier était tout à fait compétent. Je suis désolé, c'est pas... La question peut faire débat. Je précise qu'à l'Élysée, si la Cour des comptes aujourd'hui intervient, c'est parce que le président de la République l'a décidé. C'est pas la loi, c'est pas la Constitution lui permet parfaitement... Encore une erreur de Sarkozy. Je pense que c'était pas une très bonne idée. Voilà. Mais bon, le problème là est le suivant. D'abord, cette histoire n'est pas simplement une histoire parlementaire. Hein, parce que quand le Premier ministre, semble-t-il, est obligé d'envoyer des conseillers pour remplacer
travail en tout cas c'est ce qui est dans le dossier, le travail de son épouse auprès de son suppléant. On n'est plus dans les affaires parlementaires. Quand il s'agit de l'affaire de la Revue des Deux Mondes, on n'est plus dans les affaires parlementaires, etc. Je veux dire que voilà, tout ça pose des problèmes inextricables qui n'ont jamais été tranchés. C'est privé, il a le droit de salarier n'importe qui, la Charrière. Pas pour un travail fictif. Oui, c'est le problème entre la Charrière et Madame Fillon. C'est pas ça le problème. Ah oui, mais en fait, ça concerne. Mais d'accord, mais on voit bien que. Il peut y avoir trafic d'influence, c'est possible. On verra ce que le juge décide, à tort ou à raison. Hein. Moi, Bon. Voilà. Mais simplement, c'est pas le juge qui a sorti cette affaire, c'est pas le parquet financier. Bon, c'est le canard enchaîné, c'est-à-dire vous les journalistes, pardon. Donc une fois que c'est sur la table, qu'on est à l'origine, qu'on est au début d'une campagne présidentielle, on peut penser que les gens ont le droit de savoir avant qu'il soit trop tard. Ben voilà. Oui. Donc et en plus le parquet financier, à tort ou à raison, fait ça pour toutes les affaires. Il y a un article de journal, il ouvre une enquête préliminaire. Il l'a fait pour toutes les affaires. Il est allé vite de cette manière pour toutes les affaires. Documenté, voilà, donc moi je suis désolé que les juges deviennent les arbitres de la vie politique, mais il y a deux raisons à ça. Encore une fois, parfois la volonté de toute puissance des juges ou des préjugés politiques, et puis il y a aussi les fautes et les défaillances du personnel politique. Voilà. Fillon pose un autre problème. C'est qu'on nous explique la présidentielle, c'est pas le jeu des partis, on ne représente pas un parti, la rencontre entre un homme et un peuple. Bon, déjà, avec l'affaire des primaires, je trouve que ça devient une fiction difficile à défendre. Mais non, là, c'est pas difficile, c'est indéfendable. Voilà, c'est indéfendable. Mais c'est la primaire, ça. Voilà. Bah oui, là, on est tous d'accord. Mais là, on est dans un deuxième cas de figure, c'est que François Fillon, maintenant, ne s'appuie même plus sur un parti, mais une partie de son parti, la moitié, disons, plus quelques opportunistes qui vont revenir parce qu'ils n'ont pas retourné leur veste, mais leur gilet de sauvetage, parce qu'il faut dire que là, ça souffle fort. Donc, est-ce que ça pose pas non plus un problème autre que judiciaire, institutionnel ? Non, mais d'abord, cette affaire n'est pas principalement judiciaire. Hein. La seule chose, l'importance de la justice dans cette affaire a été l'enquête et le fait qu'il y a un dossier qui est épais. Chacun peut, maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, on peut consulter dans le journal. Mais le problème n'est pas judiciaire. Le problème, d'ailleurs, s'il est mis en examen, la loi ne lui fait pas obligation de se retirer. Donc, c'est pas judiciaire. Le problème, il est politique. Bah oui. Le problème est que cette affaire est sur la table, que les données du problème, qu'ils soient condamnables judiciairement ou pas, sont sur la table, et que les dégâts politiques, au moment où la crise morale atteint l'intensité qu'elle atteint dans notre pays, les dégâts politiques sont énormes et, à mon sens, irréversibles. En tout cas, pour quelqu'un qui prétend être président de la République. Qu'il soit accusé à tort ou à raison, qu'il y ait un délit judiciairement est une autre affaire. Dans l'état actuel des choses, premièrement, on parlait du projet de François Fillon tout à l'heure qui avait conduit à sa première chute dans les sondages. Quand vous avez un projet aussi sacrificiel que celui qu'il présente, c'est-à-dire un projet qui consiste à aller voir les Français en leur disant « ça fait 40 ans que vous vivez trop bien, maintenant il faut faire des sacrifices ». Bon, c'est déjà difficile à expliquer aux Français qui, depuis 40 ans, font beaucoup de sacrifices pour la plupart d'entre eux et vivent une vie de plus en plus difficile. Mais quand le candidat se trouve dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui François Fillon, il ne peut plus demander des sacrifices aux gens. Donc le projet devient absolument inaudible. Et après, donc il ne peut pas faire campagne. Henri Guénaud, justement. Après, vous imaginez un candidat dans cette situation élu président de la République, élu par défaut. Et où est sa légitimité ? Où est son autorité ? Et son autorité morale ? À la première mesure, il y aura 2 millions de personnes dans la rue, avec des panneaux sur lesquels je préfère ne pas insister, mais ce ne sera pas une opposition simplement idéologique, ça sera une opposition morale contre laquelle il ne pourra rien. Donc il ne pourra pas gouverner. Et on soutient un candidat qui ne peut pas gouverner, c'est moral, c'est le comble du cynisme politique. Henri Guénaud, je suis plutôt d'accord avec votre diagnostic, parce que je voulais en arriver là justement. Vous avez raison, il ne pourra plus rien demander sans qu'on lui ressorte ces histoires-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous depuis le début de cette histoire. Mais il y a un autre problème à mes yeux que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas eu le temps de développer. C'est que... Comme vous parlez tout le temps. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est moi qui parle le moins. Non, mais je sais. Je te taquine. Je sais. Non, le programme de Fillon est un programme... qu'on dirait en termes savants de l'ordo-libéralisme allemand, enfin en gros libéral-conservateur.
Bah, il l'a dit lui-même, ça sert plus Schroeder. Donc bon, voilà, très bien. Donc, libéral-conservateur. On peut réfléchir théoriquement, on a lu Michéa et tout ça, sur les liens compliqués entre le libéralisme et le conservatisme, et ce qui fait que le libéralisme, en l'occurrence le marché, finit toujours par détruire. Alors là, on ne va pas faire une thèse. Mais c'est pour ça que j'ai dit, on pourrait, mais on ne le fait pas. J'ai compté le conditionnel. Oui, sauf qu'il est au cœur, c'est au cœur du... Merci. Non mais... bon. Allez. Passons. Donc, c'est au cœur du sujet, on est bien d'accord. Sauf que il y a un décalage entre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, 1, il ne pourra pas demander de sacrifice. 2, il y a une contradiction presque philosophique entre le libéralisme et le conservatisme. Et 3, la volonté des électeurs de droite d'avoir ce programme libéral-conservateur avec toutes ses contradictions. Arrête tout de suite. Je suis désolé. En tout cas, l'électorat de droite qui s'exprime. 2 minutes, Henri Guénaud. Non, c'est pas discutable. On a vu d'ailleurs, on l'a vu dès la fin de la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé a soulevé l'histoire de l'assurance maladie, qui était emblématique du reste du programme, entre les deux tours. Bon, et donc on s'est intéressé c'était trop tard, mais dès que la primaire a été passée, on s'est intéressé à ce programme. Et on a vu François Fillon dégringoler, mais on a vu une révolte dans les rangs même de ceux qui avaient voté pour lui, qui n'avaient pas lu le programme. Donc la droite, d'abord la droite, elle veut pas particulièrement ce programme. Une petite partie d'entre elles peut-être, et en tout cas qui ne représente pas grand-chose dans le peuple français. Henri, je ne crois pas. Je ne vous dis pas qu'il est majoritaire dans le peuple français. Attention. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Dès le lendemain de la primaire, je me souviens avoir fait une chronique pour dire il n'aura pas les classes populaires et il ne les a pas. On est tout à fait d'accord. Mais je vous parle dans le cœur de l'électorat de droite. En gros, les retraités, puisqu'aujourd'hui, c'est les rois des élections. Quand vous leur parlez de l'assurance maladie, on a vu d'ailleurs tout de suite, ils ont été tout à fait convaincus. Henri Guénaud, on a pratiquement fini. D'après nos comptes, vous êtes à 8 parrainages. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas la semaine prochaine? Non, mais d'abord, ça mérite un mot, si vous permettez. Je vous en prie. On donne des pouvoirs à des gens qui ne veulent pas les exercer. On donne des pouvoirs à des gens qui veulent se mettre aux abris. Donc, alors, ils peuvent parrainer leur parti parce qu'ils ont des investitures à la clé, et les autres veulent bien parrainer quelques candidats fantaisistes parce que ça ne les engage pas, mais ils ne veulent pas faire de politique. Voilà, ça me rappelle des heures assez sinistres de notre démocratie. Ils ne veulent pas. Voilà, donc moi je voudrais redire ici, ça ne sert à rien, mais je redirai quand même, que si personne ne veut prendre ses responsabilités, tout le monde sera comptable de ce qui va arriver. Voilà. Et les élus aussi, les grands et les petits. Parce qu'il n'y a pas que les grands qui se comportent de façon souvent peu digne de leur mandat et de la confiance que leur font les citoyens. Il y a aussi les petits. Voilà, quand un maire vous dit « moi, je ne fais pas de politique, je parraine personne et je ne veux pas m'en mêler », alors que ça fait partie de ses prérogatives, moi, les bras m'en tombent, c'est-à-dire, il parraine qui il veut, mais ne parraine Dupont-Aignan a ses signatures, ça y est. Oui, mais très bien, il a fait ses signatures. Mais alors, donc, du coup, ce soir, vous pouvez nous dire que vous ne serez pas candidat, alors? Pour l'instant, moi, c'est pas fini, donc je continue. Alors, si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous allez faire, alors? Je suis candidat. Si les élus sont assez lâches au point de ne pas prendre leurs responsabilités, eh bien, j'en tirerai des conséquences. Guénaud, faire autrement. Si vous avez 8 signatures aujourd'hui, ça veut dire que vous n'aurez pas les 500 signatures. Donc, vous savez, ça peut aller non, ça n'arrivera pas. Alors, quel sera votre rôle dans la campagne, du coup, puisque vous ne serez pas candidat? Alors, on fait. Mais pourquoi j'aurai un rôle dans cette campagne, moi? Et qui est le moins pire pour vous, alors? Vous allez voter? J'irai voter, mais je ne vous dirai pas pourquoi. En tout cas, si au second tour, c'est Mme Le Pen et M. Macron, j'irai à la pêche. Voilà. Et qu'en aucun cas, ni au premier tour, ni au second tour, je ne voterai pour M. Fillon, puisque je suis en désaccord avec tout. Son programme, son attitude, voilà. Sans parler de l'histoire. Voilà. C'est aussi grave pour vous, Macron et Marine Le Pen? Ça nous conduira au même endroit, mais ça n'a rien à voir. Si, ça va nous conduire au même endroit. Quand les gens vont se rendre compte, s'ils disent M. Macron, qu'ils ont mis au pouvoir par défaut tout ce dont ils ne voulaient plus. Ah ben d'accord. Donc c'est pas la même chose que Marine Le Pen. Vous verrez, on se retrouvera avec les extrêmes, voire pire que ce que propose Mme Le Pen. L'un conduira à l'autre. Oui, donc c'est pas la peine. Je ne serai complice ni de l'un ni de l'autre. Je ne serai pas complice du candidat de la mondialisation heureuse et du système. Et du coup, vous allez voter pour qui? Vous voulez pas le dire? J'irai à la pêche. Non, au premier. Non, je sais pas, on verra le catalogue que les élus, dans leur grandeur d'âme et leur civisme, nous proposeront. Et si c'est François Fillon face à Marine Le Pen, vous allez aussi à la pêche? Ah oui. À la pêche en toutes circonstances. Mais pourquoi ça fait des années, ça fait des décennies qu'on est obligé de voter contre.
qu'on est obligé de voter par défaut. Il faut que ça s'arrête. Donc moi, je ne serai pas complice d'un programme dont je ne veux pas. Voilà. Donc et même pour me faire barrage à qui que ce soit, je ne serai pas complice d'un programme. Alors on espère qu'il fera beau ce 8 mai, votre partie de pêche. Et on vous remercie d'être venu sur ce Il risque d'y avoir plateau. beaucoup de gens à la pêche. C'est maintenant l'heure de la rubrique Ma présidentielle à moi.